Merci beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible pour un webinaire aujourd'hui consacré à l'usage de la consultation du DMP et des retours d'expérience de professionnels de la région qui consultent aujourd'hui d'ores et déjà le DMP. Donc, merci en tout cas à nos témoins, Dr Belladj, Dr Pren et Dr Marcucci, qui pourront intervenir lors de ce webinaire et vous partager leur retour d'expérience. Pour cela, dans un premier temps, ce qu'on voulait vous proposer, c'était très rapidement, puisque l'essentiel, c'est de pouvoir surtout échanger sur les pratiques, c'était de vous faire un petit retour synthétique de ce qu'est le DMP, en quoi il consiste, et comment aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'avez pas encore d'usage de consultation, quelles sont les démarches simples pour pouvoir y accéder. Vous mettre aussi en visibilité les usages aujourd'hui dans la région de France en termes de consultation, parce qu'on constate que ce sont des usages qui démarrent et qui sont de plus en plus visibles. Donc voilà, ça permet aussi de lancer cette dynamique. Et puis, évidemment, on s'arrêtera surtout et on s'attardera surtout sur les retours d'expérience des professionnels qui ont consacré du temps pour ce webinaire. Alors, très concrètement, la consultation, présentation de la consultation. L'idée, c'est que le dossier médical partagé, je pense qu'aujourd'hui, on ne le présente plus. C'est l'outil de stockage des documents pour les patients qui a deux fonctionnalités clés. La première fonctionnalité étant le fait d'alimenter depuis les logiciels métiers. C'est tout à fait transparent, il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire. C'est côté logiciel métier. Et donc, ça permet d'avoir un certain stockage de documents pour les patients. Et la seconde fonctionnalité, qui est là plus consacrée au webinaire du jour, la partie consultation du DMP. Et donc, ça permet, en tant que professionnel, de pouvoir retrouver l'ensemble des documents qui sont pour les patients. Ça permet aussi de faciliter le suivi, de retrouver l'historique des patients, s'ils ont des antécédents, des allergies, etc. Et puis, voilà, je laisserai les témoins pouvoir l'évoquer eux-mêmes, mais c'est aussi, ça rend pertinent la prise en charge et ça évite de prescrire éventuellement des examens déjà réalisés, etc. Donc, c'est un vrai outil, il me semble, de prise en charge de vos patients. L'idée, c'est que ce qu'on voulait vous proposer, c'est de refaire un petit focus sur l'articulation entre Mon Espace Santé, qui est l'application disponible pour les patients, pour vous-même en tant que citoyen, et l'usage du DMP, qui est plutôt la solution de stockage de documents, qui est voilà, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir utiliser cette consultation et cette alimentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mon Espace Santé, DMP, quelque part, on parle de la même chose, puisque vous, en tant que professionnel, vous allez sur le DMP, mais les patients et les citoyens, eux, vont sur Mon Espace Santé. L'idée, c'est que dans les deux cas, l'ensemble des documents s'y trouvent. Petit point aussi sur le type de consultation. Aujourd'hui, la consultation, elle est soumise à habilitation. C'est selon vos spécialités, vous avez accès à un certain nombre de documents qui est en lien et en pertinence avec la prise en charge que vous avez auprès des patients. C'est-à-dire qu'une infirmière n'aura pas la même visibilité du DMP qu'un médecin traitant, qu'un médecin spécialiste. Par exemple, voilà. Si vous avez besoin d'aller consulter cette matrice d'habilitation, elle est disponible sur Internet. Et donc, vous avez la possibilité, en simplement tapant matrice d'habilitation, de pouvoir un peu avoir l'exhaustivité du type de document selon le type de spécialité pour vous rendre compte un petit peu à votre niveau ou ailleurs de ce que vous avez aujourd'hui la possibilité de voir comme type de document. Et enfin, l'élément un petit peu important aussi, c'est sur la notion de consentement, recueil de consentement. Vous avez une obligation de recueil de consentement dans le cadre de la consultation du DMP, parce que ce qu'il est à noter, c'est que toute action réalisée aujourd'hui sur les dossiers des patients font l'objet d'une notification. C'est tracé, c'est visible, et donc, que ce soit par mail ou sur Mon Espace Santé, les patients sont informés de tout ce qui se passe. Voilà, c'est parce que c'est des données qui les concernent, donc c'est quelque chose qui est réglementaire. Et donc, vous avez deux moyens de pouvoir recueillir ce consentement. Il faut que vous le recueilliez de toute façon à tout nouvel épisode de soins,
puisque vous êtes amené à consulter les données que dans le cadre et à des fins utiles à la prise en charge. Et donc, ce consentement peut être recueilli de façon orale sans souci. Ce qu'il est à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du Ségur numérique, les logiciels métiers ont, pour la plupart, intégré une cache à cocher qui vous permet, vous, de vous garantir que le consentement a été recueilli. Mais ce qui est important à noter, en tout cas, c'est que cette obligation, cette case à cocher, n'est pas réglementaire en tant que telle. C'est un ajout technique dans le logiciel pour vous permettre de notifier que le recueil a été réalisé. Quand vous êtes membre, en tout cas, de l'équipe de soins. Quand vous êtes non membre et que vous êtes amené à consulter le dossier en dehors du cadre, là, de toute façon, vous devez recueillir le consentement de manière ferme et explicite. Voilà. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat, on pourra y répondre en allant. Et sinon, après la fin du webinaire et des témoignages, on aura une session questions-réponses et échanges sans souci. Donc, pour clôturer un petit peu cette introduction, l'idée, c'est qu'en pratique, comment il est possible aujourd'hui de pouvoir consulter le DMP? Eh bien, c'est simple, il faut aller sur le WebDMP, donc webdmp.fr. Vous avez deux moyens d'authentification aujourd'hui possibles, soit la carte CPS avec un lecteur de carte, qui vous permet du coup, avec un code, de pouvoir vous authentifier en tant que professionnel de santé et aller consulter le DMP de vos patients, ou de manière dématérialisée avec ProSanté Connect et votre carte ICPS. Et donc, vous avez deux moyens. Soit c'est directement implémenté aujourd'hui dans les logiciels métiers de vos établissements, soit vous avez aussi l'application ICPS, qui, du coup, vous permet de pouvoir aller vous authentifier sans souci au WebDMP. Et donc, par la suite, une fois qu'on a pu vous authentifier, vous avez accès aux informations de vos patients et vous pouvez les rechercher depuis leur numéro de carte vitale, numéro de sécurité sociale. Voilà. Alors, les usages en région, aujourd'hui, où en sommes-nous? L'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit en préambule, les usages de consultation augmentent de manière significative depuis quelques mois. On a fait l'exercice d'analyser un petit peu les indicateurs depuis décembre 2024 à aujourd'hui. Donc, les chiffres que nous avions datent d'avril. Mais l'idée, c'est que ce qu'on constate, en tout cas dans les Hauts-de-France, c'est que de décembre à avril, vous voyez que le nombre de DMP consultés augmente, le nombre d'établissements sanitaires aussi qui entrent dans la démarche de consultation augmente aussi. Et c'est assez similaire finalement aux chiffres nationaux que l'on trouve à droite, puisque de décembre à avril, on constate aussi que l'ensemble des professionnels de santé, tous secteurs confondus, ont des usages de plus en plus forts en termes de consultation. Ce qu'on a, nous, en tant que grade, on a été sollicité du coup par le national pour essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité sur le type d'usage dans les établissements sanitaires en termes de consultation. Donc, vous avez reçu des questionnaires de la part des chargés d'accompagnement sur le territoire pour essayer d'avoir un petit peu de visibilité sur ce qui se passe dans la région. Et on voulait vous mettre en visibilité les premiers retours de ce questionnaire pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe aussi de manière générale dans la région. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constater en tout cas qu'il y a une vraie dynamique régionale en matière de consultation et qu'on a des usages qui sont de plus en plus importants. Donc, pour avoir un peu une typologie du nombre de répondants, nous avons eu 130 réponses aujourd'hui de professionnels de santé issus d'établissements sanitaires. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, on a eu une répartition assez équilibrée entre les établissements privés et les établissements publics, puisqu'on est pour le privé à 54% et à 46% de répondants pour les établissements publics. L'idée, c'est que sur ces 130 répondants au questionnaire, aujourd'hui, 43 d'entre vous font d'ores et déjà de la consultation du DMP. Et donc, dans la majeure partie du temps, ce qui ressortait, c'était que l'intérêt et la pertinence de la consultation du DMP permettait de retrouver des informations qui étaient manquantes et par ailleurs étaient aussi faites de manière systématique dès lors que vous rencontriez un nouveau patient. L'idée, c'est qu'on voulait aussi pouvoir vous mettre en visibilité cette répartition entre donc, le graphique qui est à gauche ici,
Ceux qui, aujourd'hui, la répartition des types de professionnels qui consultent et qui ont répondu oui, de ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas encore d'usage par spécialité. Donc, c'est quand même aussi intéressant de constater que dans les deux cas, voilà, les médecins, vous consultez et vous avez énormément répondu au questionnaire. Donc, pour ça, on vous remercie. Et donc, ça nous donne, nous, en tant que grade aussi, une bonne visibilité sur comment on peut éventuellement vous accompagner si vous avez répondu au questionnaire, si vous êtes quand même intéressé par le sujet. Et donc, potentiellement, voilà, n'hésitez pas, on reviendra là-dessus, à prendre contact avec nous si besoin pour répondre un petit peu à la curiosité que vous avez concernant cette consultation du DMP. Voilà. Après, sur les objectifs de la consultation, ce qu'on voit aussi, c'est que la régulation SAMU est quelque chose qui revient régulièrement et donc on aura la chance de pouvoir avoir un témoignage dédié à cet usage. Pour les cas complexes aussi, c'est intéressant. Et puis on a aussi, comme vous le voyez, les 9% en violet de la curiosité. Mais cette curiosité nous semble aussi très intéressante puisque à l'usage, on se rend compte aussi que voilà, une fois, l'intérêt en tout cas de la consultation n'est plus tellement à questionner, c'est plus la manière dont on peut nous vous accompagner à la démarche. Voilà. De toute façon, vous aurez accès à ce support. Hein, vous pourrez le consulter plus largement a posteriori. Mais ce qu'on voulait aussi vous mettre en visibilité, c'est finalement sur le mois de mars 2025, par exemple, le taux d'alimentation par type de document sur le territoire national, pour vous donner un petit peu l'idée de ce qui est le plus alimenté aujourd'hui sur le DMP et le comparer aujourd'hui avec la réponse au questionnaire en région des types de documentation qui sont de documents qui sont le plus consultés. Ce qu'on a pu constater assez facilement, c'est que sur la deuxième et troisième place, ce sont les mêmes documents. Donc, on a un certain équilibre entre la quantité d'éléments qui sont produits et la quantité de documents qui sont consultés. Les pourcentages ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas à la même échelle, mais en tout cas, voilà, en termes de proportionnalité, compte rendu d'examen d'imagerie et prescription sont deux documents très plébiscités. Et donc, sur le type d'alimentation aujourd'hui, vous avez les laboratoires qui produisent énormément. Et je pense que vous le savez, c'est des documents que vous retrouvez assez facilement dans le DMP, tout ce qui est compte-rendu bio. Donc, c'est effectivement l'élément qui est le plus alimenté aujourd'hui dans le DMP. Par contre, ce que vous consultez le plus visiblement, c'est les comptes rendus de consultation, qui sont par ailleurs, vous le voyez ici, le 4e document le plus alimenté sur le DMP. On y reviendra tout à l'heure, et notamment avec les témoignages des professionnels qui sont présents avec nous aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui encore un travail concernant l'alimentation des documents qui reste et qui demeure, parce qu'aujourd'hui, la pertinence et le contenu des DMP sont aussi soumis à cette quantité de documents qui sont transmis et qui vous permettront de plus en plus d'avoir l'ensemble, enfin, en tout cas une très bonne visibilité du parcours de soins de votre patient. Voilà. Donc, sans plus m'attarder, sauf si vous avez des questions là dans l'immédiateté, je vous propose qu'on passe directement au témoignage. Alors, on y va. Et donc, du coup, je tiens encore une fois à remercier Dr Pren, Dr Marcucci et Dr Bellach qui se présenteront plus largement. Mais je vous propose que dès maintenant, on puisse passer au témoignage de chacun d'entre eux, en commençant du coup par Dr Pren. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, alors, j'ai des soucis avec la caméra, donc il se peut que ça se fige. Donc, le DMP, ça fait quelques mois que je l'utilise. Comme dans la majeure partie des gens, manifestement, en général, c'est pour répondre à une question précise. Que je me pose soit à la consultation où j'ai besoin de l'ordonnance du patient, de résultats de biologie qu'il n'aura pas ramené et que je n'aurais pas reçu par ailleurs, soit en garde
pour avoir plus d'informations sur un patient que je vais prendre en charge. Donc, au début, j'ai eu quand même des difficultés pour trouver le chemin qui, une fois qu'on le connaît, est facile à accéder au DMP, mais au début, c'était un petit peu laborieux quand même. Mais maintenant, ça pose plus aucun souci. Tous les patients à qui j'ai demandé ont accepté sans aucun problème. Certains ont accepté alors qu'ils n'avaient pas de DMP, mais bon. Voilà, après, que dire de plus, que c'est un petit peu, une fois qu'on est dedans, que c'est un peu difficile quand même parce qu'il y a beaucoup de documents qui peuvent être redondants, qui ne sont pas forcément très intéressants. Faut faire un petit peu le tri dans le DMP. Et puis, on voit qu'ils sont plus ou moins, on va dire, à jour, entre guillemets. Donc, il y a des fois où j'ai la réponse à la question et il y a des fois où je n'ai pas la réponse à ma question. Voilà, je ne sais pas s'il reste d'autres choses que je pouvais dire. En tout cas, c'est un élément qui est quand même important pour récupérer des informations, soit pour la prise en charge qui aura pu être faite dans le privé auquel on n'a pas forcément de communication, soit effectivement un patient qui sera parti en vacances ou qui aura consulté aux urgences dans un autre centre. Ça permet voilà, de récupérer des informations. Moi, à mon sens, c'est surtout ça mon moteur principal pour aller regarder. Et par contre, oui, non, je ne le fais pas en systématique. Jusque-là, je n'ai pas pris le pli de le faire. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Effectivement, c'est ce que vous notiez, hein, la qualité des informations, ça c'est quelque chose qu'on a bien en tête aujourd'hui, sur lequel le national a aussi toute visibilité. L'alimentation du DMP reste une priorité. Donc, il est fort à parier que voilà, plus le temps va passer, plus ces qualités des informations seront de plus en plus pertinentes. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre retour. Merci. Et donc, je propose au docteur Marcucci de pouvoir prendre la suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, ça fait plusieurs années sur le CH de Clermont qu'on a engagé sur une politique sur le DMP, puisque on a signé la charte Mon Espace Santé, donc on est structure ambassadrice Mon Espace Santé. On a mis en place une commission sous l'impulsion de notre chef, de notre président de CME, on a mis en place une commission DMP, ce qui nous a été très utile lorsqu'on a vu les indicateurs Open 2 arriver. Et donc, comme vous le voyez sur la diapositive, en fait, on a 85% d'INS qualifiés. Donc là, c'est les résultats d'avril. On a 74% de lettres de liaison qui sont envoyées, 65% des ordonnances de sortie, 82,5% des comptes rendus opératoires. On attend une nouvelle hausse en mai. Donc, une fois qu'on a mis en place en fait cette commission DMP, on s'est intéressé à comment y accéder, comment envoyer. Pour l'accès, en fait, on a eu des soucis puisque d'un point de vue légal, il fallait recueillir l'accès. Pendant un moment, on nous disait que chaque professionnel qui accédait devait recueillir l'accès auprès du professionnel, mais il y a eu une évolution. On nous a retourné que maintenant, une fois que c'est tracé, et saisi dans le dossier, il n'y a pas de souci. Donc, on a mis en place une feuille qu'on fait remplir par le patient et qui est mis dans son DPI. Et en fait, on a mis en place une expérimentation donc, aux urgences en médecine et en gériatrie. Donc, l'expérimentation en gériatrie a été un peu mise en attente le temps qu'on passe la certification. C'était il y a 2 semaines. Donc là, ça va repartir. Donc ça, c'est pour l'accès. Et en fait, on s'est rendu compte que pour l'accès, il fallait aussi qu'on forme les professionnels de santé à utiliser leur ICPS. Donc, on a mis en place un protocole. Le problème, c'est qu'on se rend compte que c'est extrêmement chronophage. Et après, comme je vous l'ai dit, pour le recueil du consentement, ça nous a pris beaucoup de temps et c'est vraiment ce qui nous a bloqué. Et nous, donc, on va tout reprendre là.
on va l'appliquer et surtout, ça va nous permettre, nous, alors moi je vous parle du point de vue de la pharmacie, mais d'améliorer en fait la rédaction des conciliations médicamenteuses d'entrée, puisqu'on va pouvoir accéder aux informations beaucoup plus facilement. Et un autre retour qu'on a eu lorsqu'on a commencé à travailler sur l'envoi, c'est que donc nous, notre bassin de population est plutôt âgé, mais avec le CPP, donc qui sont les consultations périnatales de proximité, on a quand même quelque chose avec des patients qui sont plus jeunes et en fait, il y a un retour positif de cette population puisqu'elles retrouvent les ordonnances directement dans leur DMP, elles ont les résultats et c'est quelque chose qui est plutôt apprécié de la part des patientes. Super. Merci beaucoup. Je pense que il peut être intéressant aussi que vous puissiez mettre en valeur le fait que vous êtes président de la commission DMP et que dans ce cadre, au niveau du centre hospitalier de Clermont, vous avez aussi mis toute une gouvernance dédiée à ce gros sujet. Tout à fait, oui, pardon, j'ai parlé de la commission et oui, donc ils m'ont nommé président et donc on travaille avec le secrétariat, avec l'informatique. On est vraiment très transversal et ça permet en fait d'avoir une vision globale. Et on a utilisé en fait les critères de la certification associés aux critères Open2 pour faire un plan d'action et un plan de suivi d'indicateurs. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, de la même façon, si besoin de pouvoir échanger, n'hésitez pas en tout cas à intervenir dans la salle fictive. Mais voilà. Si pas de retour, je vous propose que nous puissions également bénéficier du témoignage du docteur Belladj. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Je profite pour saluer mon collègue Dr Marucci qui fait partie de notre GHT. Donc moi, je vais apporter mon témoignage quant à l'utilisation du DMP dans le cadre de la régulation médicale. Moi-même, je suis urgentiste, j'exerce au SAMU-SMUR depuis plusieurs années maintenant. Et je vois l'évolution de la régulation médicale et l'apport, j'ai envie de dire, des outils innovants actuellement. L'opportunité pour nous au niveau du SAMU, ça a été le changement de notre logiciel, système d'information. On est passé à un logiciel dit SISAMU, qui est un logiciel national, qui a l'avantage de comporter une téléphonie avancée et surtout un bandeau collaboratif qui est partagé par tous les SAMU et qui comporte tous les outils parmi lesquels l'accès au DMP et bien d'autres logiciels. Donc ça a été l'opportunité. Pour les accès en régulation, bien sûr, ce qui nous a facilité l'accès, c'est le fait d'avoir utilisé ce système ASI-SAMU qui nécessite un accès par carte CPS ou ICPS. On peut aussi se connecter via le web, hein, comme vous l'avez indiqué. Et depuis peu de temps, mais j'y reviendrai après, cette fois-ci au niveau de l'établissement, on a développé un lien contextuel entre le DPI, notre DPI qui est DXCare, et la possibilité d'accéder au DMP. Pour l'authentification, donc elle est très très facile, elle ne prend pas beaucoup de temps, hein. À la fois par la carte CPS ou par la ICPS, en passant par France Connect, comme vous l'avez indiqué. C'est une connexion rapide. On utilise les deux modes. On a l'avantage, la législation nous permet d'accéder via le mode bris de glace. À vrai dire, dans mon usage, j'utilise les deux. Bris de glace lorsque la situation le justifie, dans le cadre de l'urgence. Et souvent, hein, lorsqu'on est confronté à une régulation d'un cas complexe, on demande parfois l'autorisation du patient et souvent, il n'y a quasiment aucun refus. Ils donnent leur consentement qu'on trace dans le DMP. Donc, il y a deux rubriques, hein, qui sont prévues dans le DMP, soit consultation via le 15 qu'on trace ou bien via le consentement du patient. Alors, lorsqu'on accède au DMP, je dirais qu'il y a trois situations auxquelles on est confronté.
parfois, on retrouve toujours hein, des DMP qui ne sont pas activés, sans doute parce que les patients ont refusé d'activer leur DMP, ça existe toujours. Une deuxième situation où on a un DMP qui est activé mais qui n'est pas alimenté. Et une troisième situation, un DMP activé, alimenté. Et dans ce cas précis, il y a deux situations. C'est le niveau d'alimentation du DMP. C'est très, très hétérogène. On retrouve quasi systématiquement l'historique des vaccinations Covid. Ça a été dit, la biologie. Et parfois, on retrouve cette fois-ci des comptes rendus, soit de médecins traitants. Et on ne retrouve pas tous les comptes rendus, ça dépend des établissements. Il y a des établissements qui alimentent. Donc, on arrive à voir un visuel sur l'historique du patient, mais malheureusement, si le motif de l'appel consiste à traiter un cas lié au dernier séjour, si le dernier établissement qui a assuré la prise en charge n'a pas alimenté le DMP, on sera privé, bien sûr, d'un document, d'un compte-rendu utile à la décision. Donc ça, c'est sur les situations auxquelles on est confronté. Je dirais que pour l'usage dans le cadre de la régulation, tant au niveau de l'accès que l'authentification, c'est extrêmement facile. Bon, c'est un apprentissage qui est rapide. Hein. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Alors sur le volet réussite, je dirais, donc pour moi, je dirais que c'est une aide à la décision en urgence, avec deux cas de figure. Si le patient est connu de notre établissement, dans ce cas-là, on va utiliser naturellement l'accès à notre DPI, hein, qui est l'Excare en ce qui nous concerne. Lorsque le patient, et c'est là l'intérêt du DMP, lorsqu'il n'est pas connu de l'établissement, là, bien sûr, on consulte le DMP. Alors, ce n'est pas systématique. Encore une fois, je dirais que on identifie les situations qui justifient souvent, c'est des situations complexes où l'interrogatoire ne permet pas de mieux appréhender la situation, le niveau d'urgence. Alors, dans ce cas, on demande l'autorisation, on passe via le bris-de-glace et on va accéder au DMP. Alors, l'avantage dans ce cas précis, un patient qui n'est pas connu, ça permet de mieux le connaître et donc de réduire dans notre interrogatoire le niveau d'incertitude lié à la régulation médicale. Cette incertitude qui est levée au fur et à mesure qu'on accède à des informations comme les antécédents, le traitement habituel, les allergies. Un autre point, je pense, qui mérite d'être signalé et qui apparaît, mais je n'ai pas eu l'occasion à ce jour de l'utiliser, mais je pense qu'il faut le mentionner, c'est la possibilité d'avoir accès aux directives anticipées, un vrai enjeu, surtout par les temps qui courent, je dirais, où le patient peut alimenter lui-même, rédiger ses directives anticipées, on peut les consulter et ça peut déterminer dans certaines situations nos choix de prise en charge. La possibilité aussi d'accéder aux dons d'organes, est-ce que le patient s'est positionné par rapport aux dons d'organes et surtout l'accès à la personne de confiance. Voilà. Même en préhospitalier, ces informations, s'ils sont renseignés dans le DMP, peuvent être accessibles et peuvent être déterminants dans la prise en charge. S'agissant cette fois-ci de la décision, alors nous, la décision en régulation médicale, c'est la définition du niveau d'urgence qui permet de déterminer la nature de réponse à apporter, qui est graduelle. Hein. Ça peut être un conseil médical, l'envoi d'un médecin, une ambulance, les pompiers, voire même dans les situations extrêmes, une équipe SMUR. Donc l'apport du DMP, dans ce cas, je dirais, parfois est déterminant parce qu'on arrive à mieux cerner la situation du patient,
Le fait d'avoir accédé directement aux antécédents, au traitement et parfois même la conclusion du dernier compte-rendu qui a été alimenté, va réduire le temps d'échange avec le patient en s'orientant d'emblée sur le motif de l'appel du jour J. Donc ça, c'est assez appréciable et ça permet de trier, bien sûr, le niveau de gravité qui peut parfois aboutir à, lorsqu'on dispose de toutes les informations, à un conseil médical. Là où, dans d'autres situations, si on n'avait pas le dossier et si on n'a pas accès à ces informations, ce patient pouvait bénéficier de l'envoi d'une ambulance, voire même d'un SMUR, voire même d'une hospitalisation parce qu'on a du mal à mieux cerner la situation et le niveau de gravité. Donc, c'est un outil de pertinence, je dirais. Il intervient dans l'orientation, donc une orientation beaucoup plus sûre. Et puis, il y a une dimension d'efficience aussi, on la voit, parce que c'est arrivé, parfois, si on a des éléments utiles pour poser, je ne dirais pas le diagnostic, mais un niveau de gravité qui justifie ou pas l'envoi de moyens, parfois on est appelé à ne pas engager un moyen de transport, ce qui est une efficience aussi. C'est un transport prescrit, c'est une dépense. Parfois, elle n'est pas nécessaire. Hein. Et un adressage aux urgences, parfois, il n'est pas justifié. Et dans certaines situations, le DMP nous aide à se positionner et à prendre ce genre de décision. Naturellement, par la suite, mais ça, c'est le côté urgence. Ça permet peut-être aux médecins urgentistes d'éviter de prescrire des examens redondants, hein, que ce soit en biologie ou en imagerie. On a une traçabilité de tout ce qu'on fait, ça c'est quelque chose qui convient de mentionner. Alors sur les risques, je dirais qu'il y a toujours l'enjeu de l'activation. Alors peut-être un peu moins, on trouve rarement des dossiers non activés, mais on demeure, on constate quelques dossiers qui ne sont pas activés. Et ça a été dit, l'alimentation, et j'ai envie de dire l'alimentation inégale du DMP, on ne trouve pas tout, malheureusement. Le manque d'appropriation. Alors moi, j'ai commencé, j'invite mes collègues à se saisir de cette opportunité. Bon, ça démarre. Je pense que en parallèle avec d'autres outils innovants qui sont la visio en régulation médicale, pareil, et un besoin d'accompagnement et de formation à l'utilisation de cet outil qui est au passage très très facile. Sur les perspectives, il faut renforcer bien sûr l'alimentation et mon collègue l'a indiqué. Il faut davantage qualifier, les objectifs ont été fixés et je pense que ça c'est une opportunité pour les établissements. Hein. Je sais que pour juillet, on devait atteindre le niveau de 80% de qualification. Par conséquent, le niveau d'alimentation va croître. La sensibilisation des professionnels, j'en ai parlé. Je rajouterais aussi peut-être la sensibilisation des patients. Je pense que ce n'est pas inintéressant de sensibiliser les patients. Hein. Parfois, il y en a même qui spontanément nous indiquent qu'ils ont un dossier médical partagé et nous demandent parfois même de transmettre leur compte-rendu via l'espace santé et le DMP. Il y a pour nous aussi, parmi les perspectives, un enjeu lié à la certification future. Hein. Vous savez que le volet numérique existe déjà dans la certification actuelle et ça va être renforcé dans la prochaine itération. Donc, je pense que c'est un point de vigilance. Et peut-être une remarque sur je ne dis pas le devenir le DMP, mais le niveau d'inflation du nombre de documents qui vont être injectés sur le DMP
peut parfois peut-être poser un certain nombre de difficultés quant au choix du document à consulter, mais ça, je pense que c'est des sujets que vous connaissez sans doute. Et un dernier point pour terminer sur l'expérience DMP en régulation. Vous savez qu'actuellement, au niveau des régulations des SAMU, on a développé ce qu'on appelle dans certaines SAMU le SAS, le service d'accès aux soins. C'est une régulation libérale assurée par des médecins libéraux. Pour avoir discuté avec quelques médecins, ils ont trouvé un intérêt majeur à pouvoir accéder au DMP afin de mieux peaufiner leur diagnostic pour traiter un appel et pouvoir accéder aux informations utiles. Voilà globalement les points que je souhaitais aborder et l'expérience récente depuis quelques mois, depuis début janvier, fin 2024, que je trouve intéressante, qui nécessite de généraliser pour tous les professionnels. Et au niveau de l'établissement, afin de promouvoir cet usage, on a interfacé notre DPI avec le DMP, donc pour faciliter l'accès. Donc les médecins, à travers le DPI, peuvent accéder directement au DMP via un appel contextuel. Le déploiement a été réalisé. Il y a une sensibilisation qui est en cours, mais il faut accompagner bien sûr ces initiatives. Voilà, je pense que j'ai terminé. Bien, merci beaucoup, docteur Bellage. Est-ce que certains souhaitent réagir ou compléter aussi, même si vous n'êtes pas témoin, d'expériences peut-être dans vos établissements, de choses qui sont mises en place? L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble en collectif sur les bonnes manières de faire pour accompagner cet usage. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Gaëlle Bouger du GHICL. Nous, en fait, ce qui remonte beaucoup chez nous, c'est toujours la même chose, qu'en tant que les internes n'auront pas des droits un peu plus ouverts pour aller accéder au dossier des patients, ça va limiter chez nous l'utilisation du DMP. Et ce qui est bien dommage, parce que finalement, c'est souvent eux qui vont faire les recherches. Je voulais savoir si ça fait plusieurs années qu'on remonte ce point-là, mais est-ce qu'à un moment donné, on arrivera à le débloquer? En effet, c'est une problématique que vous remontez très régulièrement. Et, Oui. Elle est bien connue maintenant. Oui, oui, oui. On va en profiter pour remettre la question encore au cœur du sujet, parce que je suis d'accord avec vous. C'est important que les étudiants puissent aussi accéder à ces informations-là pour faire de la régulation et être au cœur de la prise en charge. Donc, là, c'est vrai que dernièrement, on n'a pas eu forcément d'éléments. Je ne sais pas si l'équipe territoriale a peut-être des éléments, mais je ne crois pas. On sait que ce qui bloque, c'est le rattachement des internes à l'établissement Au pour leur RPPS. ouvrir des droits. Mm. Et qu'effectivement, les internes tournent beaucoup, et donc ça n'a pas forcément, peut-être pas forcément sens de les rattacher aux établissements, mais pourtant aujourd'hui, on est bloqué côté médecine, chirurgie, urgence, et on est aussi bloqué sur le côté pharmaceutique. Parce que nous, on a pas mal d'étudiants en pharmacie qui veulent retravailler sur la réconciliation médicamenteuse. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les accès. Donc, ils sont hyper preneurs. Et du coup, on est un peu bloqué sur ce point-là. Bonjour à tous. Donc Élise Ferlin, chargée d'accompagnement sur le territoire de la Somme. Donc je dis pas que j'ai forcément la réponse à la question, mais on se l'est déjà demandé en échangeant avec d'autres professionnels sur les territoires. Et quand on a posé la question pour les internes, donc au niveau de l'ANS, on nous a répondu que normalement ils ont une carte CPF de formation auprès de l'ordre avec un numéro RPPS, etc. Donc là, j'ai une expérimentation en cours dans un de mes établissements, donc ils vont essayer par ce biais, parce qu'effectivement, c'est un gros frein sur le terrain, en tout cas pour la consultation pour les internes.
Alors, je peux vous répondre, parce que nous, on l'a fait avec nos pharmaciens. On a bataillé depuis septembre l'année dernière. Ils ont bien accès avec le CPF, mais ce qu'ils voient, en fait, ils ne voient quasiment rien. Ils ne voient pas les documents importants. Donc, du coup, c'est comme si ça servait à rien. Ils sont obligés d'utiliser les cartes CPS des titulaires pour pouvoir essayer de regarder ce qui n'est pas un bon usage. Ok. On va profiter justement de ces échanges pour remettre encore ce sujet au niveau du national. Hein. C'est aussi tout l'intérêt de nos échanges du jour. Hein. C'est enregistré, ils auront accès. Donc, Oui, tout à fait. que faire pour les internes, puisque la CPF permet d'avoir une carte, mais n'ouvre pas les bonnes habilitations. C'est ça, c'est vraiment la matrice des habilitations. Merci. Merci. Pardon? Oui, allez-y, docteur Belladj. Oui, je voulais juste intervenir pour apporter un témoignage. Dans le cadre du lien ville-hôpital, on a organisé récemment une réunion ville-hôpital où il y a eu des représentants des CPTS, des médecins généralistes. Et ce qui est revenu, je pense, une remarque assez intéressante, c'est parfois il y a beaucoup de patients qui, à l'issue de leur hospitalisation, leur suivi n'est pas garanti, puisque malheureusement, vous savez, l'accès aux soins devient une difficulté majeure. Certains patients n'ont pas de médecin traitant, d'autres ont des rendez-vous avec le médecin traitant tardivement. Et ce qui a été préconisé par certains professionnels paramédicaux, des IDEL notamment, la possibilité qu'ils puissent être informés de cette sortie afin de pouvoir intervenir et assurer une continuité des soins et peut-être apporter les premières préconisations. En tout cas, ce qui apparaît de cet échange, l'intérêt d'intégrer dans l'adressage avec les professionnels de ville, ces paramédicaux, parfois, on les oublie. Avec la lettre de sortie, le compte-rendu, ça reste médical. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener pour intégrer dans le parcours de soins ces paramédicaux qui sont les premiers à intervenir au chevet du patient lorsqu'il sort d'hospitalisation. Tout à fait, vous faites bien de le signaler. Et aujourd'hui, la matrice d'habilitation a permis d'évoluer pour intégrer aussi des professionnels du secteur médico-social. Donc, si vous avez la possibilité d'aller consulter cette matrice, vous verrez que vous avez des professionnels qui sont dans le cadre de coordination de soins, qui ne sont pas professionnels de santé en tant que tels. Par contre, le travail reste à faire sur la possibilité de pouvoir consulter, parce que bien que la matrice ait évolué et du coup, au niveau du paradigme, on a bien saisi toute la pertinence de pouvoir intégrer ces professionnels dans la prise en charge. Aujourd'hui, techniquement, malheureusement, ils ne sont pas encore dans la possibilité de pouvoir consulter le DMP. Donc, c'est encore un chantier en cours. Docteur Marcucci, je vous en prie. Oui, je me permets de rebondir sur les propos de mon collègue de Beauvais. Moi, je suis à la CPTS Trésor, je fais partie du monde du conseil d'administration, et on a eu une réunion la semaine dernière, et justement, on a beaucoup discuté, oui, du problème du DMP, et ils me disaient qu'ils étaient un tout petit peu, ils se sentaient un peu seuls face à ça, parce qu'ils ne savent pas trop vers qui se tourner, tout ça. Donc, nous, on va faire une action. Ils m'ont demandé de préparer une visio, en fait, avec tous les membres de la CPTS Trésor pour que je leur montre ce que c'est le DMP, comment ça s'utilise et comment on y accède. Mais ils me disaient que là, ils se sentent alors, je reprends leur thème, mais un peu démunis et peu accompagnés face à ça, parce que comme on a une multitude, excusez-moi, on a une multitude de professionnels, ils ne savent pas vers qui aller directement. Alors là, on sort un peu du DMP à l'hôpital, mais dans le cadre du lien ville-hôpital, il y a énormément de choses et vraiment personne ne maîtrisait le DMP à part moi au conseil d'administration. Donc, il
y a vraiment un manque de ce côté-là. Ben, en tout cas, merci pour votre remarque. Vous me faites aussi une belle transition sur la suite du webinaire parce que je vois le temps qui file. Mais en tout cas, le premier niveau de réponse que je pourrais vous apporter, c'est n'hésitez pas à prendre contact avec vos chargés d'accompagnement sur les territoires, puisque de notre côté, on a aussi du coup des interlocuteurs dédiés à l'accompagnement des CPTS qui sont en lien très étroit avec les URPS. Et donc, voilà, on a aujourd'hui des actions qui sont mises en place en termes d'accompagnement. Vous le notiez tout à l'heure aussi côté professionnel de santé et usagers sur des actions de sensibilisation, de formation. Alors, j'essaye de passer la slide, mais voilà, ça y est, voilà. Qui, du coup, sont des offres d'accompagnement 100% gratuites proposées par le CRAD. Donc, n'hésitez pas, dans tous les cas, à prendre contact avec nous pour voir si nous pouvons nous rendre disponibles ou si nous pouvons vous orienter vers les interlocuteurs dédiés, puisque l'assurance maladie aussi est un acteur privilégié sur le territoire en termes d'accompagnement. Donc, voilà. En tout cas, l'écosystème aujourd'hui est riche. Le flou, c'est peut-être effectivement de ne pas savoir forcément vers qui aller dans un premier temps, mais le réflexe que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Dans tous les cas, on vous orientera vers le bon interlocuteur, si c'est nous ou si c'est un autre acteur essentiel du territoire. En tout état de cause, nous aujourd'hui, en tant que GRAD, on vous propose au niveau des établissements de vous mettre à disposition et de réaliser des formations à l'usage des services et référentiels socles dit Ségur. Donc, on entend par là l'identité nationale de santé, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé. Également, de pouvoir bien vous donner les clés sur les moyens d'authentification, les commandes de cartes et lecteurs et l'articulation un petit peu autour de tout ça. Il y a bien évidemment des sensibilisations, vous l'avez notifié tout à l'heure, mais les professionnels et les usagers doivent être informés de ce qui existe aujourd'hui et de la possibilité, de la richesse en tout cas, de ces outils nationaux qui contribuent à la prise en charge globale. Et bien évidemment, on se rend disponible pour mettre en place beaucoup de sensibilisation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous en avez déjà eu dans le cadre, par exemple, des semaines de santé, des stands dans les halls ou alors des formations directement auprès des professionnels. On se rend aussi en CME pour sensibiliser directement les professionnels à cette dynamique. Donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons aussi très prochainement, le National travaille à une évolution du questionnaire que vous avez déjà renseigné pour faire un état des lieux, un peu une évolution de 6 mois après de comment sont les usages de la consultation du DMP. Donc à ce jour, le questionnaire n'existe pas, mais voilà, on sera vous l'envoyer dès que nous pourrons le recevoir. Et puis parce que nous avons aussi entendu les difficultés aujourd'hui que vous nous partagez sur les territoires en termes de compréhension autour des enjeux du consentement, de mode opératoire, sur la consultation du DMP, sur des sujets un petit peu sur les cartes. Nous avons aujourd'hui un kit de communication sur l'usage du DMP qui est disponible et qu'on pourra aussi sans souci vous partager, qui pourrait être un outil utile un soutien peut-être au discours que vous portez déjà auprès de vos collègues sur le fait que voilà, il y a des choses qui restent encore à travailler en termes de contenu et de facilité d'accès au DMP, mais voilà, avec l'ensemble de ces documents, on essaye en tout cas de vous rendre ça le plus simple possible. Et en tout état de cause, on vous a aussi remis en visibilité l'organisation de la carte en région pour que vous puissiez situer plus simplement qui est votre interlocuteur sur votre territoire et donc votre ressource prioritaire à contacter en cas de questionnement. Voilà, pour qu'on puisse, le cas échéant, soit vous proposer quelque chose de très concret dans votre établissement, soit vous orienter vers l'interlocuteur dédié.
Voilà, écoutez, nous, sur ce webinaire, en tout cas, voilà ce qu'on souhaitait vous partager. Encore une fois, je remercie grandement les témoins de s'être rendus disponibles. Et puis, sur les 5 minutes qui nous restent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout était clair, du coup. Parfait, bien écoutez, dans ce cas-là, je ne vais pas forcément vous retenir davantage. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre contact avec nous. On vous transmettra le support de présentation. On va également mettre à disposition ce webinaire sur la page YouTube du GRAD pour pouvoir le revoir et le mettre à disposition pour ceux qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Et dans tous les cas, un grand merci pour votre présence et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.